Claire Moreau avait 42 ans, mais ses traits trahissaient une fatigue bien plus ancienne. Chaque ride sur son visage semblait gravée par une nuit sans sommeil, un couloir trop long, une moquette trop sale. Depuis 5 ans, elle travaillait comme femme de ménage dans une tour de verre et d'acier située dans le quartier d'affaires de la Défense, à Paris. Un bâtiment immense où les murs semblaient parler uniquement aux costumes cravates. Claire, elle, passait inaperçue, comme une ombre efficace qu'on ne remarque qu'en son absence. Elle vivait avec son fils adolescent, Jules, dans un petit appartement aux portes de la ville. Mère célibataire depuis que le père de Jules était parti sans laisser d'adresse, Claire jonglait entre 2 emplois. De jour, elle nettoyait des bureaux anonymes dans une société de marketing. De nuit, elle entretenait les étages supérieurs de l'une des entreprises les plus riches de France. Le Charpentier Group, un empire technologique dont la valeur dépassait plusieurs milliards d'euros. Le 14e étage, où elle intervenait chaque soir, était le cœur de cette puissance invisible. Là se trouvaient les bureaux des directeurs, les salles de réunion luxueuses, les vitres impeccables avec vue panoramique sur Paris. Tout y respirait le pouvoir. Claire n'y parlait à personne. Les consignes étaient claires. Elle devait intervenir après 20 heures, quand les cadres étaient partis. Elle n'avait jamais croisé Étienne Charpentier, le PDG. On racontait qu'il ne venait jamais avant 10 heures du matin et encore moins un vendredi soir. Sa routine était réglée comme une horloge. Elle arrivait après avoir terminé son autre emploi, souvent en courant, jetait un coup d'œil à son téléphone pour voir si Jules était rentré du lycée et commençait à nettoyer, salle après salle, bureau après bureau. Personne ne la dérangeait et elle ne dérangeait personne. C'était ainsi. Et c'était peut-être mieux ainsi. Ce soir-là, un vendredi de décembre glacial, le bâtiment était plus silencieux que d'habitude. Claire avait eu une journée particulièrement dure. Le matin, l'un de ses employeurs l'avait réprimandé pour avoir utilisé trop de produits sur le sol. L'après-midi, Jules lui avait envoyé un message alarmant. « Maman, le lycée menace de me renvoyer si je continue à sécher les cours. » Elle n'avait pas eu la force de répondre tout de suite. À peine arrivée au 14e étage, elle avait mis ses gants, rempli son seau d'eau chaude et s'était mise à la tâche. 2 heures plus tard, alors qu'elle venait de terminer la salle de réunion principale, elle sentit ses jambes trembler légèrement. Elle s'assit un instant sur le large canapé en cuir noir, pensant « Juste 5 minutes, je ferme les yeux un peu et je repars. » Mais ses paupières, plus lourdes que jamais, se refermèrent sans qu'elle s'en rende compte. Le bruit régulier du système de ventilation devint berceuse. Les lumières tamisées apaisèrent son esprit épuisé. Le silence l'enveloppa. Elle sombra dans un sommeil profond, les mains encore imprégnées d'odeurs de désinfectant, les chaussures mouillées posées près du seau. Elle ne savait pas que ce vendredi-là, quelque chose d'inhabituel allait se produire. Étienne Charpentier, de retour d'un voyage d'affaires à Tokyo, avait décidé de passer directement au bureau avant de rentrer chez lui. Une décision soudaine, sans prévenir son assistante, sans appeler la sécurité centrale. Il voulait récupérer des documents oubliés dans son bureau, réfléchir à tête reposée. Il pensait ne croiser personne. Il pensait que l'étage serait vide. Mais à quelques mètres de son bureau, une silhouette dormait. Claire dormait profondément, le dos légèrement affaissé contre le dossier du canapé, les bras croisés sur son tablier encore humide. Dans la pénombre de la salle de réunion, seule la lumière du couloir filtrait faiblement par la porte entr'ouverte. Le silence était total, seulement troublé par le faible vrombissement de la ventilation et le bruit lointain d'un ascenseur qui se mettait en marche quelques étages plus bas. Le bâtiment, d'ordinaire si agité pendant la journée, semblait suspendu dans une tranquillité presque irréelle. C'était cette quiétude étrange qui accueillit Étienne Charpentier lorsqu'il sortit de l'ascenseur au 14e étage, accompagné de son agent de sécurité personnel. Étienne était vêtu avec une sobriété rare chez les hommes d'affaires de son niveau. Manteau noir élégant, pull en cachemire gris, pantalon bien taillé. Il avait le regard vif malgré le décalage horaire. Il n'avait prévenu personne de son retour anticipé. À peine arrivé à l'aéroport de Roissy, il avait pris la décision spontanée de passer par le bureau, poussé par une insomnie persistante et quelques documents confidentiels qu'il préférait consulter sur place. Lorsqu'il franchit la porte vitrée du hall principal du 14e étage, il fronça légèrement les sourcils. L'accueil était désert. Aucune lumière vive, aucun bruit de fond.
pas même le cliquetis des claviers des agents de sécurité ou le balayage des aspirateurs que l'on entendait parfois la nuit. Il avança lentement, ses chaussures étouffant le bruit de ses pas sur la moquette épaisse. L'agent de sécurité qui l'accompagnait resta en arrière, habitué à la discrétion qu'imposait son patron. Étienne avait toujours eu un rapport distant avec les employés de nuit, non par mépris mais parce qu'il ne les voyait jamais. Pour lui, les visages de ceux qui nettoyaient les lieux appartenaient à une autre réalité, une réalité parallèle, silencieuse et invisible. Mais ce soir-là, alors qu'il poussa doucement la porte de la salle de réunion, son regard fut immédiatement attiré par la silhouette endormie sur le canapé. Il s'arrêta net. Ce qu'il vit n'était pas un simple relâchement. Ce n'était pas un employé allongé là par paresse ou par défi. C'était autre chose. Une femme aux traits tirés, profondément endormie, manifestement épuisée, dans une posture presque douloureuse tant elle semblait s'être endormie là sans s'y préparer. À ses pieds, un seau d'eau tiède, une serpillière encore mouillée, un flacon de détergent industriel. L'odeur de produits chimiques flottait dans l'air. Étienne ne dit rien. Il ne s'approcha pas. Il resta là, debout, observant en silence. D'habitude, il était l'homme des décisions rapides. Il n'aimait pas perdre de temps et les erreurs se corrigeaient dans l'instant. Un salarié qui dormait en plein travail, en théorie, devait être sanctionné. Il avait signé assez de chartes d'excellence pour le savoir. Mais cette nuit-là, quelque chose le fit hésiter. Il y avait dans le visage de cette femme, qu'il ne reconnaissait pas, une vérité brutale qu'il ne pouvait ignorer. Les mains rougies par l'usage excessif de produits trop puissants, les cernes profonds, le souffle calme mais lourd, ce n'était pas une erreur de paresse, c'était une chute de fatigue. Il regarda autour de lui. La salle brillait de propreté, les vitres sans trace, la table parfaitement alignée, les chaises toutes à leur place. Elle avait terminé son travail avant de sombrer. Elle n'avait pas fui ses responsabilités. Elle avait simplement dépassé la limite humaine. Étienne recula sans bruit, fit signe à son agent de ne pas intervenir et referma lentement la porte. Ils repartirent sans mot dire, redescendant par l'ascenseur sans alerter qui que ce soit. Sur le trajet, Étienne fixait le sol, perdu dans ses pensées. Il se souvenait de sa propre mère qui avait élevé seule 2 enfants dans un quartier populaire de Lyon. Elle avait été caissière, puis couturière à domicile, toujours avec le même objectif, offrir une vie un peu meilleure à ses fils. Il n'avait jamais oublié ses mains, toujours usées, toujours actives. Il y avait dans l'image de cette femme endormie un écho lointain et douloureux. Le lendemain matin, alors que les premiers employés arrivaient, Claire était déjà rentrée chez elle. Elle s'était réveillée en sursaut au milieu de la nuit, confuse, puis avait vite rassemblé ses affaires sans vérifier l'heure. Elle n'avait croisé personne. Dans le métro du matin, elle avait lutté pour garder les yeux ouverts. Son corps tout entier réclamait du repos. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé après son endormissement. Aucun indice ne laissait penser qu'on l'avait vue. Pour elle, ce n'était qu'un écart honteux qu'elle s'efforcerait de ne jamais répéter. Mais au siège du Charpentier Group, une agitation inhabituelle commençait à s'installer. À 9h30, une notification interne fut envoyée à toute l'équipe de direction. Le PDG exigeait une réunion d'urgence à 10h précises. Ce n'était pas son genre. Étienne Charpentier détestait les réunions de dernière minute. Il les jugeait inefficaces et désorganisées. Pourtant, cette fois, il ne dérogea pas à la règle qu'il s'était lui-même imposée. Dans la salle de conférence du 14e étage, les cadres prirent place dans un silence tendu. Étienne entra sans saluer personne, posa son téléphone devant lui, puis parla d'une voix calme, presque détachée. Il annonça qu'à partir de la semaine suivante, un espace de repos serait aménagé pour le personnel d'entretien, avec des fauteuils confortables, des horaires de pause fixes et un accès à des collations. Il ajouta que le bâtiment devait devenir exemplaire non seulement pour ses performances économiques, mais pour son humanité. Le silence fut total. Personne n'osa commenter à haute voix. Certains échangèrent des regards perplexes. D'autres sourirent avec gêne, comme si c'était une blague étrange lancée trop sérieusement. Mais Étienne ne plaisantait pas. Il ne donna aucun détail personnel, ne mentionna pas Claire, ni ce qu'il avait vu. Il se contenta de conclure « Une entreprise n'est forte que si elle respecte ceux qui la maintiennent debout, même dans l'ombre. » Ce discours surprit tous ceux qui le connaissaient. Étienne n'était pas connu pour ses discours émotionnels. C'était un homme de chiffres, de résultats, de performances.
Ce changement de ton déstabilisa les plus anciens, mais personne n'osa s'opposer publiquement à lui. Pourtant, dans les couloirs, les murmures commencèrent. Des hypothèses, des théories, des doutes sur ce qui avait bien pu provoquer une telle décision. Et pendant ce temps, Claire, elle, ne savait rien. Elle continuait sa routine, la tête baissée, convaincue que personne ne l'avait vue et que sa fatigue était un secret honteux qu'elle garderait pour elle. Elle ne se doutait pas qu'un simple moment de faiblesse venait de déclencher un mouvement qu'elle n'avait jamais cherché à provoquer. Étienne Charpentier n'était pas un homme particulièrement émotif, ni même impulsif. Son succès reposait sur une discipline stricte, une vision stratégique claire et une capacité rare à prendre des décisions en restant froid, méthodique, presque clinique. Ceux qui le côtoyaient au quotidien savaient que chaque mot qu'il prononçait avait un poids, chaque silence aussi. Pourtant, ce vendredi soir, en refermant doucement la porte derrière laquelle Claire dormait sans le savoir, quelque chose avait bougé. Il n'avait pas haussé la voix ni interrompu son agenda public, mais son esprit, lui, venait de faire une pause. Une vraie, pas celle qu'on s'impose pour respirer entre deux réunions. Une pause de conscience. En quittant le bâtiment, il ne dit rien à son garde du corps. Dans la voiture, le chauffeur mit de la musique classique, comme à l'habitude. Étienne ne l'écouta pas. Son regard était fixe, orienté vers un Paris nocturne qui, pour une fois, ne lui inspirait ni calcul, ni objectif. Il repensait au visage de Claire, à la manière dont elle s'était laissée tomber dans le sommeil, comme si ce canapé était devenu, malgré lui, une trêve offerte à une fatigue que personne ne voulait reconnaître. Le lendemain matin, il arriva à son bureau, avant tout le monde, une exception notoire. Il n'alluma pas la lumière principale, seulement la lampe posée sur son bureau, puis passa 1 heure entière à relire les politiques internes concernant les agents d'entretien et les prestataires. Rien ne l'obligeait légalement à faire quoi que ce soit de plus. Les contrats étaient de clairs, les conditions respectées selon les normes. Mais ce n'était pas une question de légalité, c'était une question de regard, de présence. Ces gens-là, il les avait toujours vus comme des éléments d'un décor fonctionnel. Mais maintenant, il savait que derrière chaque seau d'eau, chaque serpillière, il y avait une histoire, une vie, un corps qui se lève avant l'aube et qui parfois s'effondre avant minuit. Il rédigea personnellement un message destiné à tous les employés du groupe. Pas une note impersonnelle, pas un texte rédigé par le service communication. Non, un courriel signé de sa main, envoyé depuis son adresse personnelle de direction. Il l'écrivit avec des phrases simples, directes, sans formule managériale. Il y annonçait la mise en place immédiate d'espaces de repos réservés au personnel d'entretien, accessibles pendant leurs heures de travail, avec fauteuils confortables, boissons chaudes, collations et temps de pause clairement définis. Il insistait sur le respect à leur accorder, sur la reconnaissance de leur rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'entreprise. À 10 heures du matin, la nouvelle se répandit dans les boîtes mail de plus de 800 salariés. Le titre sobre, « Mise à jour sur le bien-être du personnel de nuit », ne laissait pas deviner le contenu humain qu'il contenait. Rapidement, les réactions commencèrent à circuler, dans les couloirs, dans les groupes de messagerie, dans les open space. Certains ne comprenaient pas, d'autres étaient sceptiques. Quelques voix moqueuses s'élevèrent, et pourquoi pas un spa pour les techniciens de surface pendant qu'on y est. Mais d'autres, plus discrètes, plus sincères, lisaient entre les lignes. Il ne s'agissait pas seulement d'une mesure de confort, c'était un geste symbolique, un changement de paradigme. Claire, elle, ne vit le message que le lendemain soir, sur l'un des panneaux numériques à l'entrée du service technique. Elle lut une première fois sans comprendre, puis relut, lentement. Elle pensait à une coïncidence. Elle n'avait pas fait le lien avec sa propre mésaventure. Elle n'imaginait pas une seconde que quelqu'un avait vu. Elle se dit que peut-être, un incident ailleurs dans le bâtiment avait déclenché cette nouvelle directive. Elle en parla à peine aux autres femmes de ménage. La plupart restaient méfiantes. « Ça va durer 2 semaines, tu verras », dit l'une. « Ils veulent juste faire bonne figure pour les audits », ajouta une autre. Mais Claire, malgré ses doutes, sentit au fond d'elle-même une légère secousse. Quelque chose de différent, d'inattendu s'était produit. Ce fauteuil dans la salle de repos, elle s'y assit un instant, le soir même, pour voir, et elle ne s'y endormit pas. Pas cette fois. Le lundi suivant, elle reçut un appel de la direction. Une voix calme, professionnelle,
l'invitait à une réunion au 14e étage. Elle crut d'abord à une erreur. Personne ne l'avait jamais convoqué là-haut. Le 14e était réservé aux cadres, aux partenaires, aux clients prestigieux. Elle pensa un instant qu'il s'agissait d'une procédure disciplinaire, que quelqu'un l'avait effectivement vue endormie et qu'elle allait être réprimandée, peut-être même licenciée. L'angoisse s'installa. Elle en parla à Jules, son fils, qui haussa les épaules, mi-inquiet, mi-fataliste. « Tu n'as rien fait de mal, maman, dit-il. » Elle n'en était pas convaincue. Le jour venu, Claire monta les escaliers mécaniques jusqu'au hall principal, puis prit l'ascenseur en direction de l'étage interdit. Son badge ne lui donnait pas accès, mais à sa surprise, en l'approchant du lecteur, la porte s'ouvrit. Quelqu'un, en haut, avait débloqué l'accès. Ses pas résonnaient étrangement dans le couloir, entre les murs de verre, les moquettes épaisses, les œuvres d'art accrochées au mur. Elle s'était toujours demandé à quoi ressemblait ce monde d'en haut. Il était propre, brillant, parfaitement silencieux. Elle se sentait déplacée, presque fautive d'y marcher. Elle fut accueillie par une assistante qui lui offrit un café, un sourire maladroit, et l'invita à patienter. Quelques minutes plus tard, une porte s'ouvrit. Étienne Charpentier en personne apparut. Il la salua d'un signe de tête, sans formalisme, et lui demanda d'entrer. Claire hésita. Elle n'osait pas croiser son regard. Étienne lui désigna un fauteuil face à lui, dans un bureau plus sobre que prévu. Pas de luxe ostentatoire, juste de l'ordre, de la clarté, une vue immense sur la ville. Il resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il dit « Vous m'avez réveillé les yeux, pas les vôtres, les miens. » Claire ne comprit pas. Elle fronça les sourcils. Étienne reprit « Je vous ai vu dormir vendredi soir. Je n'ai pas voulu vous déranger, mais vous étiez là et vous étiez épuisé. Je me suis senti honteux de ne jamais avoir prêté attention à ce que vous vivez. » Elle ne sut que répondre. Le silence retomba. Étienne poursuivit d'un ton neutre mais ferme « J'ai pris quelques décisions. Pas pour vous remercier, mais parce que c'était nécessaire. Vous m'avez fait comprendre quelque chose d'essentiel. On construit sur des épaules qu'on ne regarde jamais. Et cela doit changer. » Il ne fit aucune promesse personnelle. Il ne l'idéalisa pas. Il ne la proposa pas en exemple. Il reconnut simplement une faille dans le système. Une faille humaine. Claire sortit du bureau sans vraiment réaliser ce qui venait de se passer. Le monde ne s'était pas retourné, mais quelque chose avait glissé, imperceptiblement, du bon côté. Le lundi suivant, peu avant midi, un courriel émanant directement du bureau d'Étienne Charpentier apparut dans les boîtes de réception des employés de tous les départements. Le message portait un objet simple, presque banal, mise en place d'un nouvel espace de repos pour les équipes de propreté. Pourtant, son contenu allait bien au-delà d'une simple annonce logistique. Il ne s'agissait pas d'une note impersonnelle rédigée par une assistante, ni d'un mémo administratif relayé par le département des ressources humaines. C'était un texte écrit avec une clarté inhabituelle, personnelle, signé de la main du PDG lui-même. Dans ce message, Étienne exprimait le besoin de réévaluer la manière dont les employés en charge de l'entretien étaient considérés au sein du Charpentier Group. Il expliquait que ces professionnels, trop souvent invisibles dans les rouages de la vie d'entreprise, méritaient les mêmes égards que ceux qui géraient des projets ou prenaient des décisions stratégiques. Le courriel annonçait que des espaces de pause allaient être aménagés à chaque étage concerné, équipés de fauteuils inclinables, d'un accès à des boissons chaudes, à des fruits, et que les horaires de pause seraient ajustés pour respecter les besoins réels des équipes de nettoyage. Il affirmait que ces décisions prenaient effet immédiatement, sans consultation supplémentaire. La réaction ne se fit pas attendre. Dans les heures qui suivirent, les canaux internes de communication de l'entreprise furent submergés de commentaires. Certains se contentaient de partager l'annonce, d'autres y réagissaient avec surprise ou admiration, et une minorité avec cynisme ou agacement. Dans les étages intermédiaires, notamment dans les services commerciaux et juridiques, des chuchotements circulaient. On se demandait d'où venait cette soudaine sensibilité du PDG. Étienne n'était pas réputé pour ce type de geste. Il avait toujours été un homme d'ordre et de résultats. L'idée qu'il ait personnellement rédigé ce texte paraissait presque improbable à certains, mais les faits étaient là. Dès le mardi matin, des techniciens installèrent des fauteuils dans 2 pièces vides, proches des ascenseurs de service. On vit arriver des machines à café dernier cri, des distributeurs de snacks sains, des tapis pour atténuer l'écho des pas.
Les premières femmes de ménage qui découvrirent ces lieux furent prises de court. Certaines n'osèrent même pas s'y asseoir. Claire, elle, observa tout cela avec une forme d'étonnement prudent. Elle ne disait rien, se contentait de suivre les consignes, nettoyait comme d'habitude, mais sentait autour d'elle une tension diffuse. Les autres membres de l'équipe de nettoyage ne tardèrent pas à formuler des hypothèses. Certaines pensaient à un audit imminent, d'autres parlaient de pression syndicale ou d'un drame évité de peu que la direction cherchait à camoufler. Personne ne mentionna Claire. Elle-même ne souffla mot de son épisode du vendredi soir. Elle n'en avait même pas parlé à sa superviseure directe. L'idée qu'elle ait pu être le déclencheur de ce mouvement lui paraissait absurde. Elle n'était qu'une employée parmi d'autres, avec ses retards, ses douleurs dans le dos, ses mains usées et ses silences. Elle n'avait pas changé le monde. Elle s'était simplement endormie. Un acte banal, trop banal pour avoir des conséquences aussi visibles. Mais il y avait une personne à qui cela n'échappa pas. Hélène Griveaux, assistante exécutive de la direction générale depuis plus de 15 ans, lut entre les lignes du courriel avec un œil attentif. Elle connaissait Étienne depuis longtemps, avait rédigé pour lui des dizaines de messages, des discours, des communiqués. Elle savait reconnaître sa plume, et cette fois, c'était bien la sienne. Elle remarqua aussi une note inhabituelle dans le ton, une humanité qu'il ne montrait jamais dans ses écrits professionnels. Quelque chose l'avait touché personnellement, et cela Hélène le comprit immédiatement. Ce sentiment fut confirmé quelques jours plus tard, lorsque le nom de Claire Moreau apparut sur le planning interne d'une réunion exceptionnelle prévue au 14e étage. Une invitation directe, sans intermédiaire, envoyée par le bureau du PDG. Hélène vit la convocation et fronça les sourcils. Elle descendit au service des prestataires pour observer discrètement cette femme dont elle ignorait encore tout. Elle la vit concentrée, silencieuse, nettoyant les vitres d'une salle de conférence comme si de rien n'était. Elle n'avait rien de spectaculaire, juste une allure discrète, des gestes précis, et cette expression de fatigue résignée que l'on voit chez ceux qui ont appris à ne pas attendre grand-chose des autres. Le jour de la réunion arriva. Claire monta de nouveau au 14e étage, cette fois convoquée officiellement. Elle était nerveuse, persuadée d'avoir commis une faute qu'on allait lui reprocher en personne. Elle pensait peut-être à une mise en garde, une remarque sur sa tenue ou son comportement. Mais à sa surprise, on l'accueillit avec courtoisie. Elle fut installée dans une salle de réunion sobre, avec une bouteille d'eau posée devant elle et un petit carnet vierge à côté, comme si elle allait devoir prendre des notes. Étienne entra quelques minutes plus tard, seul. Il la salua d'un simple « Bonjour, Madame Moreau », puis s'assit en face d'elle. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air distant non plus. Il sembla chercher ses mots, une fois encore, avant de lui dire avec calme « Vous m'avez montré quelque chose que j'avais oublié ». Claire ne répondit pas tout de suite. Elle ne savait pas ce qu'on attendait d'elle. Étienne poursuivit « Nous parlons souvent de performance, de croissance, de leadership. Mais vous m'avez rappelé qu'aucun de ces mots n'a de sens si l'on oublie la base. » Il n'entra pas dans les détails. Il ne parla pas du canapé, ni de la fatigue qu'il avait vue. Il n'avait pas besoin. Claire comprit. Elle sentit une vague de chaleur monter dans sa gorge, mais elle se força à rester droite, digne. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici, pas devant lui. Étienne conclut la rencontre en lui expliquant que le groupe lançait une réflexion plus large sur les conditions de travail de tous les employés, dits invisibles. Nettoyage, maintenance, logistique. Il l'informa que son témoignage, implicite mais puissant, avait déclenché cette initiative. Il ne lui proposa rien de plus. Pas de promotion, pas de récompense. Seulement un changement, sincère, profond et visible. Quand Claire quitta la salle, plusieurs employés de la direction la croisèrent sans la reconnaître. Elle marcha lentement vers l'ascenseur, le cœur battant, les idées en désordre. Elle ne savait pas encore ce que cette rencontre provoquerait autour d'elle. Mais elle pressentait, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose s'était déplacé. Ce n'était pas elle qui avait changé. C'était le regard qu'on portait sur elle. L'invitation officielle que Claire avait reçue quelques jours plus tôt n'avait pas cessé de l'obséder. Depuis la réunion avec Étienne Charpentier, rien n'avait été dit explicitement sur les raisons exactes de cette convocation. Elle ne savait pas si elle devait s'attendre à d'autres échanges, à une suite concrète, ou simplement considérer cela comme un épisode ponctuel. Pourtant, au sein du bâtiment,
Les conséquences de cette rencontre continuaient de se déployer en silence. Les nouveaux espaces de repos étaient déjà opérationnels à presque tous les étages. Les agents d'entretien y circulaient, avec une timidité prudente, et les superviseurs de nuit semblaient désormais porter un regard plus attentif sur leurs équipes. Ce qui restait flou, en revanche, c'était l'attitude du haut de la direction. Plusieurs cadres s'interrogeaient sur cette soudaine bienveillance du PDG envers les agents les plus discrets de la structure. Parmi eux, certains restèrent convaincus qu'il s'agissait d'une stratégie de communication, un calcul pour adoucir une future annonce plus difficile. D'autres, plus cyniques encore, soupçonnaient un coup médiatique à venir. Mais ce qui troubla le plus la direction fut la décision suivante. Étienne Charpentier convoqua une réunion plénière des cadres supérieurs dont le thème principal serait la revalorisation des métiers de l'ombre au sein du Charpentier Group. Ce titre inhabituel déclencha d'innombrables réactions. Le jour de la réunion, la grande salle de conférence du 14e étage fut remplie de directeurs de département, de chefs de service, d'experts RH, de consultants internes. Tous attendaient une présentation traditionnelle, avec des chiffres, des graphiques, des propositions d'indicateurs de performance. Mais au lieu de cela, Étienne entra seul, sans ordinateur, sans dossier, et se posta debout devant l'écran éteint. Il prit la parole sans artifice. « Pendant des années, j'ai dirigé cette entreprise avec l'objectif d'être parmi les plus performants, et je crois que nous avons réussi. Mais cette réussite s'est construite sur un modèle que nous n'avons jamais remis en question. Il repose sur des structures visibles et invisibles, et je parle ici de celles et ceux que nous ne saluons pas, que nous ne remercions jamais, mais qui permettent chaque jour à cette machine de fonctionner. » Les regards s'échangèrent dans la salle. Personne ne l'interrompit. Il continua. « J'ai récemment compris, par une rencontre que je qualifierais de révélatrice, que notre modèle de reconnaissance était profondément incomplet. Pas un mot de plus sur Claire, pas de nom, pas de référence directe, mais tous savaient de quoi il parlait. » Étienne annonça la création d'un programme pilote, destiné à intégrer dans la politique de bien-être de l'entreprise tous les travailleurs en situation précaire au sein du groupe, y compris les prestataires. Il déclara qu'un fonds interne serait alloué à cette initiative et que les directeurs seraient tenus d'en superviser la mise en œuvre dans leur propre département. L'annonce ne fut pas accueillie de manière unanime. Quelques applaudissements polis suivirent son discours, mais beaucoup restèrent silencieux, perplexes, parfois même méfiants. Étienne ne semblait pas s'en soucier. Il quitta la salle aussitôt, laissant ses collaborateurs digérer seuls l'ampleur du changement annoncé. Dans les jours qui suivirent, Claire reçut une seconde convocation. Cette fois, elle était invitée à participer à un comité de consultation composé d'employés de différents niveaux, dans le cadre de ce nouveau programme. C'était une initiative pilote, et elle y figurait en tant que représentante du personnel de nettoyage. Elle n'avait jamais siégé à une table de réunion. Elle n'en comprenait pas tous les codes, mais elle accepta, sans réellement mesurer ce que cela impliquait. Le jour du comité, elle arriva vêtue de ses vêtements habituels, modeste, propre mais simple. Tous les autres participants portèrent des tenues de bureau formelles. Les regards se tournèrent vers elle à son entrée. Certains curieux, d'autres sceptiques. Un directeur du département finance, assis à quelques places d'elle, consulta rapidement la fiche signalétique distribuée en début de réunion et haussa un sourcil en découvrant sa fonction. Le silence se fit quand elle prit place. Claire n'avait aucun discours préparé. Elle se contenta de dire, d'une voix basse mais ferme, « Je suis ici parce qu'on m'a demandé ce que ça faisait d'être ignoré. Je pense que c'est une question à laquelle on peut tous réfléchir. » Ce fut suffisant pour créer un malaise palpable dans la pièce. Personne ne répondit. Le responsable RH tenta de relancer le débat sur des bases plus neutres, mais les mots de Claire restèrent suspendus dans l'air comme une vérité qu'on n'osait pas contredire. Elle ne chercha pas à convaincre. Elle ne parla plus du reste de la réunion, se contentant d'écouter. Mais son intervention, brève, fit le tour de plusieurs services dans les heures qui suivirent. Un effet boule de neige commença à se former. D'autres employés, issus de services techniques ou logistiques, commencèrent à partager des témoignages sur leur quotidien. Des histoires d'oubli, d'humiliation discrète, de fatigue constante. Certaines de ces histoires circulèrent jusqu'au comité de direction. Un directeur adjoint de la communication interne proposa même de créer un espace numérique où chacun pourrait déposer son vécu de façon anonyme. L'idée fit débat, mais fut validée.
Au même moment, dans l'ombre des couloirs feutrés de la direction, une résistance se formait. Jacques Lemaître, directeur exécutif et bras droit d'Étienne depuis plus de 10 ans, observait ces bouleversements avec une inquiétude croissante. Il était de ceux qui croyaient fermement à la hiérarchie stricte, à la séparation nette des fonctions, à la gestion froide et efficace. Pour lui, cette humanisation soudaine n'était pas seulement inutile, elle était dangereuse. Cela brouillait les lignes, exposait la structure à l'émotion, à la confusion des rôles. En privé, il qualifiait les récentes décisions d'Étienne de romantiques, d'idéologiques et même de populistes. Mais en public, il restait silencieux. Il savait que toute opposition frontale au PDG serait mal vue. Alors, il choisit une autre voie, celle de la discrétion stratégique. Sans rien dire, Jacques commença à rencontrer certains partenaires financiers du groupe, insistant sur la nécessité de stabiliser les orientations sociales de l'entreprise. Il encouragea des analyses internes sur les risques de dilution de l'identité corporative. Il ordonna à des cadres intermédiaires de documenter toute baisse de productivité ou toute tension liée aux changements en cours. Il construisait dans l'ombre un contre-argumentaire solide, prêt à être déployé en cas de besoin. Pendant ce temps, Claire, elle, continuait de travailler. Elle ne parlait pas des réunions auxquelles elle assistait. Elle ne mentionnait pas les regards, ni les tensions. Elle faisait son travail, comme toujours. Mais elle sentait, à chaque couloir traversé, à chaque badge présenté, que les regards changeaient. Et si certains commençaient à la respecter, d'autres la voyaient désormais comme un élément perturbateur, une anomalie dans le système. Elle n'avait pourtant rien demandé, rien provoqué. Elle avait seulement fermé les yeux un soir, trop fatiguée pour rentrer chez elle. À mesure que les jours passaient, les changements mis en place par Étienne Charpentier prenaient de l'ampleur. Ce qui avait commencé comme un geste ponctuel, l'aménagement d'espaces de repos pour les agents d'entretien, s'était transformé en une réflexion de fond sur la structure interne de l'entreprise. Des audits humains furent commandés, des enquêtes anonymes diffusées à l'ensemble du personnel, y compris aux prestataires externes. Pour la première fois, les agents de nettoyage, de maintenance, de sécurité et de logistique voyaient leurs paroles sollicitées, leur quotidien pris en compte dans les rapports stratégiques du siège. Cette soudaine valorisation des métiers silencieux provoqua des réactions contrastées. Dans les bureaux de la direction, l'inconfort s'installait lentement. Plusieurs cadres, habitués à une logique de performance pure et à un cloisonnement rigide des fonctions, ressentaient cette mutation comme une intrusion dans l'ordre établi. Ils ne le disaient pas à haute voix, mais leurs échanges privés devenaient de plus en plus critiques. Certains accusaient Étienne d'abandonner la ligne traditionnelle de l'entreprise. D'autres craignaient que cette politique d'ouverture ne donne des idées à d'autres catégories de personnel, ou pire, n'incite à des revendications. Le plus opposé de tous restait Jacques Lemaître. Depuis plus d'une décennie, il avait été la figure discrète mais puissante derrière les grandes décisions stratégiques du groupe. Il connaissait chaque service, chaque protocole, chaque budget. Il savait précisément où les équilibres étaient fragiles, où il pouvait exercer une influence sans laisser de traces directes. Jacques ne criait pas, ne s'opposait jamais frontalement à Étienne, mais il cultivait l'art de la contestation invisible. Dans les couloirs du 14e étage, il multipliait les remarques indirectes. Il semait le doute lors des réunions internes. Avons-nous évalué l'impact de ces mesures sur l'image auprès des investisseurs? Ça n'est-ce pas ouvrir la porte à une redéfinition floue des responsabilités? Ces interventions, posées techniquement irréprochables, avaient pour but de fragiliser la démarche d'Étienne sans en avoir l'air. Il savait que pour faire échouer un projet, il suffisait souvent d'en ralentir l'exécution, de disperser les responsabilités, de diluer l'urgence. Mais Jacques ne se contenta pas des réunions. Il commença à s'intéresser de plus près à Claire Moreau. Il la fit surveiller discrètement par des membres du service RH, exigea des comptes rendus sur sa ponctualité, sa productivité, son attitude lors des réunions. Il cherchait la faille, le détail compromettant, un écart, une parole mal interprétée, une absence non justifiée, quelque chose qu'il pourrait utiliser non seulement contre elle, mais surtout contre ce qu'elle symbolisait désormais. Claire, de son côté, pressentait que quelque chose avait changé autour d'elle. Les regards n'étaient plus les mêmes. Certains collègues, auparavant indifférents, la saluaient avec plus de chaleur. D'autres, au contraire,
l'évitait, devenu soudainement silencieux. Au sein même de l'équipe de nettoyage, des tensions apparaissaient. Une collègue, Agnès, lui lança un jour « Maintenant que tu fréquentes les grands chefs, tu vas peut-être arrêter de nettoyer les toilettes ?» La remarque sèche l'avait frappée en plein visage. Claire n'avait jamais voulu se mettre en avant. Elle n'avait rien demandé, rien revendiqué. Mais elle comprenait que son simple passage dans les sphères supérieures dérangeait l'équilibre tacite qui existait entre invisibilité et survie. Un matin, en arrivant au travail, elle trouva son badge désactivé. Elle dut attendre près d'un quart d'heure qu'un agent de sécurité lui ouvre la porte. L'incident fut justifié par un dysfonctionnement du système, mais l'expression du vigile et l'échange de regards entre deux superviseurs ne la convainquirent pas. Le lendemain, le chariot qu'elle utilisait habituellement avait disparu. Elle en reçut un autre, plus ancien, aux roues branlantes. Là encore, aucune explication claire, juste un « il a été déplacé ailleurs ». Ces micro-agressions discrètes, étouffées sous des justifications logistiques, commencèrent à s'accumuler. Claire ne voulait pas se plaindre. Elle n'en parla pas à Jules, ni à Étienne, ni à ses collègues du comité. Elle encaissait, comme elle l'avait toujours fait. Mais intérieurement, elle sentait monter une colère différente. Pas une colère destructrice, mais une lucidité nouvelle. Elle comprenait que l'enjeu la dépassait. Elle n'était plus seulement Claire, la femme de ménage. Elle était devenue un point d'équilibre entre deux mondes qui, jusque-là, s'ignoraient. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait une salle de pause, elle surprit une conversation entre deux employés du département finance. Ils ne l'avaient pas vue entrer. L'un disait « Il paraît qu'ils veulent revoir les contrats des prestataires. Tout ça parce que l'autre a dormi sur un canapé. » L'autre répondit « Je te parie qu'ils vont nous coller une charte d'éthique à la place de la prime de fin d'année. » Claire se figea. Elle se retint de réagir, mais chaque mot résonnait avec une violence sourde. Elle sortit de la pièce sans un bruit, le cœur serré. Ce soir-là, elle resta plus longtemps que prévu au bureau. Elle s'assit dans l'un des nouveaux fauteuils installés pour les pauses, mais non pour se reposer. Elle ouvrit son sac, en sortit un cahier vide et un stylo et commença à écrire. Pas un rapport, pas une lettre de plainte. Elle écrivait simplement pour elle, pour poser sur le papier ce qu'elle vivait. Ce qu'elle ne pouvait dire à personne, ce qu'elle n'avait jamais osé nommer, les humiliations discrètes, les gestes méprisants, les silences, et aussi ce regard qu'Étienne avait posé sur elle, ce jour-là. Un regard sans pitié, sans charité, mais avec attention. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait de ce texte, mais elle l'écrivait, mot après mot, sans s'arrêter. Quelques jours plus tard, Claire apprit par une collègue du service RH qu'un document interne circulait en son nom. Un dossier confidentiel, dit-on, qui pointait des irrégularités dans son comportement. On y mentionnait qu'elle avait été vue à plusieurs reprises en dehors de son poste, qu'elle avait dépassé ses horaires sans justification, qu'elle utilisait des produits non approuvés. Claire sentit un frisson glacial parcourir son dos. Elle ne savait pas d'où venait ce document, ni qui l'avait rédigé, mais elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un avertissement déguisé. Elle savait aussi qu'elle devait réagir. Cette fois, elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle n'était plus seule. Des regards veillaient désormais. Des consciences s'étaient éveillées. Elle prit une grande inspiration, rouvrit son cahier, relut ce qu'elle avait écrit et décida d'envoyer une lettre à Étienne. Une lettre sincère, personnelle, directe. Non pour se défendre, mais pour témoigner. Parce que si certains voulaient l'effacer, elle, désormais, avait choisi d'exister pleinement. Claire Moreau n'avait jamais été une femme à prendre la parole. Durant toute sa vie, elle avait appris à rester dans les marges, à contourner les conflits, à éviter les confrontations. Elle savait que dans son monde, celui des travailleurs invisibles, toute protestation pouvait être interprétée comme un affront, un manque de gratitude ou même une provocation. Son rôle, tacitement assigné, était de se fondre dans le décor, de faire ce qu'on attendait d'elle, puis de disparaître sans déranger. Mais cette fois, la pression accumulée franchissait lentement la frontière de sa patience. L'accumulation des mesquineries, les regards lourds, les insinuations, les manipulations internes, tout cela formait un mur invisible contre lequel elle se cognait un peu plus chaque jour. Quand elle entendit parler du dossier interne qui circulait à son sujet, quelque chose en elle changea. Ce n'était plus de l'inquiétude ou de la peur, mais une forme de colère tranquille, de dignité blessée. Elle n'avait rien fait de mal.
Elle avait travaillé avec rigueur comme elle l'avait toujours fait. Les seuls moments où elle avait ralenti, où elle s'était arrêtée, c'étaient ceux où son corps lui avait imposé une pause. Elle n'avait jamais utilisé de produits non autorisés. Elle avait suivi toutes les procédures, respecté chaque instruction. Alors pourquoi ce besoin soudain de la salir, de la discréditer? Elle rentra chez elle ce soir-là, plus fatiguée que d'habitude, mais déterminée. Jules, son fils, l'attendait dans la petite cuisine. Il avait préparé un plat simple, des pâtes avec une sauce en boîte, et l'avait laissé chauffer à feu doux. Quand elle s'assit, il remarqua tout de suite qu'elle était ailleurs, son regard figé sur un point invisible, les mains serrées sur la table. Il n'osa pas parler au début, puis doucement, il demanda « Tu veux me raconter ce qu'il se passe ?» Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit sans colère, sans larmes « Je crois que certains veulent me faire taire. » Jules comprit immédiatement. Il avait vu sa mère évoluer depuis ce fameux soir où tout avait basculé. Il l'avait vue rentrer, les jours suivants, le pas un peu plus sûr, la tête un peu plus haute. Et il avait aussi perçu le retour du doute, les regards pesants, le silence qui recommençait à l'envahir. Ce soir-là, il posa sa main sur celle de sa mère et dit simplement « Alors ne te tais pas. Dis-le, à ta manière, mais dis-le. » Ces mots, venus de son fils, brisèrent quelque chose en elle. Pas une fragilité, mais un verrou. Le lendemain matin, avant même de quitter son appartement, Claire relut les pages qu'elle avait écrites quelques jours plus tôt. Ce n'était pas un texte structuré, pas une défense juridique, ni un rapport professionnel. C'était une lettre de vie, un témoignage brut, écrit à la main, sans retouche. Elle y racontait son quotidien, la fatigue, les doubles journées, les réveils à 5 heures du matin, les douleurs dans les articulations, les silences forcés, les humiliations discrètes. Elle y décrivait aussi ce qu'elle avait ressenti ce soir-là sur le canapé, quand son corps avait lâché. Elle y parlait du regard d'Étienne, de cette réunion étrange au 14e étage, des changements soudains qui s'en étaient suivis. Et surtout, elle y disait ce qu'elle voyait maintenant. Une entreprise qui tentait de changer, mais que certains de ses propres piliers cherchaient à ramener en arrière par peur, par orgueil ou par confort. Elle ne savait pas si elle devait envoyer cette lettre. Elle la relut une dernière fois, puis prit une décision. Elle la glissa dans une enveloppe blanche, la ferma soigneusement, écrivit à la main à l'attention de M. Étienne Charpentier, personnel, et la remit en main propre à l'assistante de direction en insistant pour qu'elle soit remise sans intermédiaire. Pendant 2 jours, elle n'eut aucun retour. Elle continua son travail comme d'habitude, avec la même rigueur, le même silence, mais une vigilance accrue. Elle sentait que l'atmosphère avait changé. On l'observait davantage. Certains cadres faisaient des détours pour éviter de la croiser. D'autres la regardaient avec une politesse forcée. Elle était devenue visible, mais pas dans le bon sens. Pas comme une reconnaissance, plutôt comme un symbole encombrant. Une question que personne n'avait envie de poser à voix haute. Puis un matin, alors qu'elle entrait dans la salle de repos, une collègue l'attendait avec le téléphone portable à la main, le visage inquiet. « Claire, tu as vu ça ?» Sur l'écran, un article d'un site spécialisé dans les actualités économiques et sociales venait d'être publié. Le titre était clair, sans artifice. Une femme de ménage inspire un milliardaire français à réformer ses conditions de travail quand l'ombre éclaire le sommet. L'article reprenait en partie le contenu de la lettre de Claire, visiblement transmise par une source interne. Les passages les plus poignants y figuraient, parfois presque mot pour mot. Claire resta figée. Elle n'avait jamais autorisé cette publication. Elle ne savait pas qui avait transmis sa lettre. Elle ne comprenait pas comment son témoignage avait franchi les murs de l'entreprise. Mais c'était là, noir sur blanc, sous son nom complet. Elle ne se sentit ni flattée ni honorée. Elle ressentit un vertige, un mélange de peur et de soulagement. Elle venait de perdre le contrôle sur son récit, mais ce récit existait désormais. Il ne pouvait plus être ignoré. Dans les heures qui suivirent, l'article fit le tour des réseaux professionnels. Il fut partagé sur plusieurs forums, relayé par des journalistes, mentionné même à la radio dans une émission matinale. Le nom d'Étienne Charpentier fut cité, ainsi que la Charpentier Group, mais toujours avec retenue. Ce qui frappait, c'était le contraste entre la simplicité du témoignage de Claire et l'ampleur de l'impact. Une femme, un canapé, un moment de faiblesse devenu déclencheur d'un débat national sur les conditions de travail des personnels dits non stratégiques. À l'intérieur même de l'entreprise,
La réaction fut immédiate. Le service de communication de crise fut activé. Des réunions furent convoquées. Étienne, de son côté, décida de ne pas nier. Il fit publier une brève déclaration. « Je ne commenterai pas un témoignage personnel rendu public sans autorisation. Mais je reconnais que certaines rencontres, même silencieuses, nous obligent à revoir nos priorités. » Ce fut sa seule phrase, et elle fut reprise partout. La lettre de Claire, devenue symbole malgré elle, mit en lumière ce que les chiffres des bilans annuels n'avaient jamais montré. L'humain, le poids réel de ceux qui portent, nettoient, réparent, sans jamais être invités aux tables de décision. Elle n'avait pas cherché cela. Mais maintenant que sa parole circulait, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle était au centre d'un mouvement qu'elle n'avait ni prévu ni souhaité, mais auquel elle appartenait désormais, que cela lui plaise ou non. L'article avait dépassé toutes les attentes. Publié initialement sur un site spécialisé fréquenté par un public relativement restreint de professionnels des ressources humaines et de la gestion d'entreprise, il avait très vite été repéré par une journaliste d'un grand quotidien national. En moins de 24 heures, l'histoire avait changé d'échelle. Le récit d'une femme de ménage épuisée, vue endormie par un PDG milliardaire, devenait l'un des sujets les plus partagés sur les réseaux sociaux en France. Ce n'était plus seulement une affaire d'entreprise, c'était devenu un symbole. Le contraste entre la condition de Claire Moreau et la stature d'Étienne Charpentier fascinait les médias. On parlait d'un homme habitué au classement des fortunes européennes, gérant une entreprise de plusieurs milliards d'euros, qui aurait changé une politique entière après avoir vu une employée dormir sur un canapé. Ce n'était pas une fable, c'était un fait. Un fait simple, humain, brutalement vrai, et justement pour cela il captait l'attention. Les commentaires affluaient par milliers. Certains saluaient la prise de conscience du dirigeant. D'autres y voyaient une manœuvre calculée. Mais très peu remettaient en cause la sincérité du témoignage de Claire. Dans les locaux de la Charpentier Group, cette exposition médiatique provoqua un séisme. Le département de communication tenta en vain de reprendre le contrôle du récit. Plusieurs cadres supérieurs se réunirent en urgence. Certains exigeaient une réponse plus ferme de la direction, d'autres proposaient d'organiser une conférence de presse pour rediriger la narration. Étienne refusa toute stratégie défensive. Il convoqua seulement un point presse limité à 15 minutes, dans lequel il assuma calmement les faits. Dans cette déclaration brève, il prononça une phrase qui fut reprise dans tous les médias. « Ce n'est pas moi qui ai changé l'entreprise. C'est une femme qui, sans rien dire, a fait plus pour la dignité au travail que tous nos comités réunis. » Cette déclaration, loin d'apaiser les tensions internes, provoqua un effet secondaire inattendu. En donnant publiquement le mérite à une simple employée, il égratignait, même indirectement, toute une génération de cadres qui se pensaient garants de la culture d'entreprise. Ce n'était pas un affront, mais un désaveu implicite. La réaction la plus violente ne se fit pas attendre. 48 heures après la publication du premier article, un journaliste d'un site connu pour ses enquêtes économiques reçut un dossier anonyme. Le contenu était dense. Plusieurs pages, des pièces jointes, des extraits de rapports internes, des relevés de badges et surtout, une série d'allégations visant Claire Moreau. On y affirmait qu'elle avait été surprise à plusieurs reprises en situation d'infraction, que son comportement au sein de l'entreprise n'était pas aussi exemplaire qu'on le prétendait et qu'elle bénéficiait depuis quelque temps de privilèges induits. Le document évoquait aussi, de manière insidieuse, une proximité douteuse entre Claire et certains membres de la direction. Le site publia une synthèse du dossier, en prenant soin d'utiliser le conditionnel. L'article commençait ainsi « La vérité sur Claire Moreau est-elle plus complexe qu'elle n'y paraît ?» La tonalité laissait entendre qu'il y avait une part d'ombre dans cette histoire de lumière. Sans affirmer quoi que ce soit, le texte insinuait que l'entreprise aurait pu être manipulée et que les réformes en cours reposaient peut-être sur une base faussée. Rapidement, les réactions fusèrent. Ceux qui avaient soutenu Claire se sentirent trahis, ou du moins ébranlés. Les critiques d'Étienne trouvèrent là une opportunité de renforcer leur position. Voilà ce qui arrive quand on gouverne avec l'émotion. Claire apprit la nouvelle en arrivant au travail. Une collègue l'intercepta avant même qu'elle n'atteigne son vestiaire. « Tu as vu ce qu'ils disent de toi ?» Elle hocha la tête, déjà au courant. Elle n'avait pas lu l'article, mais elle avait compris, dès les premiers regards ce matin-là, que quelque chose avait basculé. Les conversations cessaient quand elle entrait dans une pièce. Les sourires s'étaient évanouis.
Elle ressentait dans l'air une suspicion froide, sournoise, qu'aucun mot n'effaçait. Elle tenta de continuer sa journée normalement, mais son esprit était ailleurs. Chaque pas, chaque tâche, chaque regard lui rappelait que son honnêteté était désormais mise en doute. Elle savait que certaines choses ne s'effaçaient jamais totalement une fois publiées. Les démentis arrivent toujours trop tard. Les rectifications ne réparent pas l'humiliation d'un doute planté dans l'opinion. En fin de journée, elle fut convoquée par la direction. Cette fois, ce n'était pas Étienne Charpentier en personne, mais 2 responsables RH et un membre du service juridique. Ils la reçurent dans une petite salle vitrée, impersonnelle. Sur la table, une pile de documents, certains imprimés, d'autres annotés. On lui demanda calmement si elle avait connaissance de ces accusations. Elle répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler avant aujourd'hui. On lui montra des relevés d'horaires, des écarts de badge. Elle tenta d'expliquer. Les décalages étaient liés à des pannes de machines, à des changements de planning jamais notifiés officiellement. Rien d'illégal, rien d'inhabituel. Mais elle sentit que ces mots n'avaient pas le même poids que les documents. La réalité administrative écrasait l'expérience humaine. Elle sortit de cette réunion vidée. Son corps avançait mécaniquement dans le couloir, mais son esprit était ailleurs. Ce n'était pas la peur du licenciement qui la rongeait, mais le sentiment d'injustice. Elle n'avait jamais rien demandé. Elle avait juste été vue une fois, et maintenant on cherchait à l'effacer, pas seulement de l'entreprise, mais de l'histoire. Ce soir-là, Étienne fut informé du dossier. Il demanda à recevoir immédiatement une copie complète, puis s'enferma dans son bureau pendant plus de 2 heures. Il relut chaque page. Quelque chose clochait. Les dates ne coïncidaient pas toutes. Certaines informations semblaient incomplètes. Des signatures manquaient. Il contacta directement le directeur de la sécurité informatique pour vérifier l'origine de certains documents. Il ordonna une enquête interne, non pour défendre Claire par principe, mais pour vérifier si l'entreprise n'était pas, cette fois, l'instrument d'une manœuvre de sabotage. Le lendemain matin, une décision fut prise. Suspendre toute procédure disciplinaire jusqu'à clarification complète. Claire fut informée qu'aucune mesure ne serait prise contre elle pour le moment. Cette suspension ne suffisait pas à la rassurer, mais elle lui offrait un répit. Elle comprit surtout que quelqu'un, quelque part, avait peur du changement qu'elle incarnait, et qu'on était prêt à tout pour faire taire ce changement, même à mentir. À l'intérieur du siège de la Charpentier Group, la tension devenait palpable. Ce qui avait commencé comme un geste de reconnaissance envers une employée invisible avait dégénéré en une guerre froide entre ceux qui soutenaient un changement structurel et ceux qui le considéraient comme une menace à l'ordre établi. Le dossier anonyme destiné à détruire la réputation de Claire Moreau n'était pas seulement un acte isolé. C'était un signal clair, une offensive mesurée visant à briser, discréditer et inverser un mouvement en cours. Pour ceux qui s'opposaient à la nouvelle vision d'Étienne Charpentier, Claire n'était qu'un pion, mais un pion devenu trop visible, trop encombrant. Il fallait l'écarter, définitivement. Dans les jours qui suivirent la suspension des procédures contre elle, Claire fut maintenue dans une position incertaine, ni sanctionnée, ni blanchie. On ne lui retirait pas ses tâches, mais on ne lui confiait plus rien de nouveau. Les membres de la direction évitaient de la croiser. Certains cadres du service RH faisaient preuve d'une politesse mécanique, presque glaciale. Dans les vestiaires, les autres agents de nettoyage restaient vagues, hésitants. Quelques-uns l'évitaient, d'autres feignaient l'indifférence. 1 ou 2 personnes lui glissèrent timidement qu'elle la soutenait, mais toujours à voix basse entre 2 portes, comme si la solidarité devait être clandestine. Claire, pourtant, ne pliait pas. La tempête intérieure était violente, mais elle tenait. Elle sentait que ce n'était pas seulement son sort personnel qui se jouait. Elle représentait, malgré elle, une brèche dans un système figé. On ne lui reprochait pas un crime, mais d'avoir été le catalyseur involontaire d'un changement que certains refusaient d'accepter. Elle comprit alors qu'il ne suffisait plus d'attendre que la vérité se révèle d'elle-même. Elle devait agir. Elle demanda une copie du dossier à son nom. D'abord, les services juridiques refusèrent. Mais Étienne, informé de la requête, exigea qu'elle en reçoive l'intégralité. Claire se rendit donc à la salle des archives internes, accompagnée d'un représentant RH, et s'assit devant une pile de documents. Elle prit le temps de tout lire, page après page. Certaines informations étaient floues, d'autres datées de plusieurs mois. Des anomalies sautèrent aux yeux. Une mention d'absence un jour,
où elle se souvenait parfaitement avoir travaillé, une utilisation de produits interdits alors que ces produits figuraient encore sur la liste officielle 2 semaines auparavant, un rapport signé par une supérieure déjà en arrêt maladie ce jour-là. Ce n'était pas un simple dossier d'observation, c'était un montage. Subtil, certes, documenté, habilement rédigé, mais un montage quand même. Claire le comprit avec une lucidité froide. Quelqu'un avait manipulé les faits. Quelqu'un avait mobilisé des ressources internes, des accès confidentiels et des compétences en communication pour bâtir une version alternative de sa réalité. Elle emporta avec elle une copie complète du dossier et prit contact avec une personne en qui elle avait encore confiance. Hélène Griveaux, l'assistante exécutive de la direction. Hélène, qui avait déjà montré un regard lucide sur les récents événements, accepta de la recevoir discrètement. Pendant près d'1 heure, Claire lui exposa ses observations, documents en main. Hélène écouta, prit des notes et conclut simplement « Je vais en parler à lui. Vous avez raison de ne pas laisser passer ça. » Étienne Charpentier, de son côté, avait déjà entamé ses propres vérifications. Il avait chargé son responsable de la sécurité numérique de retracer les origines du fichier PDF envoyé à la presse. L'analyse révéla que le document avait été généré depuis un poste de travail appartenant à un cadre du service juridique, mais utilisant temporairement un accès attribué à un autre employé. En creusant davantage, ils remontèrent à une adresse IP enregistrée sous une session active depuis le bureau personnel de Jacques Lemaître. Étienne n'était pas surpris. Il savait depuis plusieurs semaines que Jacques s'opposait à ses décisions, mais il n'avait pas imaginé que son bras droit irait jusqu'à orchestrer une tentative de discrédit à ce niveau. La déception fut profonde. Plus de 10 ans de collaboration brisée par une manœuvre sournoise, presque lâche. Étienne convoqua Jacques pour un entretien privé. Ce dernier arriva sans se démonter, costume impeccable, regard neutre. Il nia d'abord toute implication, évoqua des coïncidences, des accès partagés, une éventuelle erreur de manipulation. Mais Étienne ne chercha pas à discuter. Il présenta les preuves, l'accès à l'ordinateur, le timing des modifications, la connexion à distance, les métadonnées. Jacques comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Il tenta une justification. « Nous perdons le contrôle, Étienne. Cette direction émotionnelle va nous coûter la confiance des marchés. Une entreprise se dirige avec des chiffres, pas des histoires. » Étienne ne répondit pas. Il rédigea une lettre de suspension immédiate de ses fonctions, signée devant lui. Jacques fut escorté hors du bâtiment par un agent de sécurité, sans un mot. Son bureau fut verrouillé dans l'heure. La nouvelle circula vite. L'éviction de Jacques Lemaître fut perçue comme un coup de tonnerre. Certains y virent une démonstration de force d'Étienne, d'autres une rupture définitive avec l'ancien modèle. Mais pour Claire, ce fut un soulagement discret, une bouffée d'oxygène silencieuse. Elle n'eut aucun triomphe à en tirer. Elle ne chercha pas à se venger, ni à humilier ceux qui avaient douté d'elle. Elle continua simplement à faire ce qu'elle faisait depuis toujours, avancer pas après pas. Le jour même de la suspension de Jacques, Étienne fit publier un nouveau message interne. Cette fois, il ne parlait pas d'espace de repos, ni de programmes sociaux. Il parlait d'éthique. Il écrivait que l'intégrité d'une entreprise se mesurait à la manière dont elle traitait les plus exposés à l'injustice, et que le courage n'était pas toujours de prendre une décision rapide, mais de maintenir le cap face à l'opposition silencieuse. Il concluait par une phrase simple. « Il est temps que les fondations de cette maison soient aussi solides que sa façade. » Claire lut ce message en silence. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus seule à porter ce poids. Le mensonge avait été exposé. Et même si les blessures mettraient du temps à cicatriser, quelque chose d'irréversible venait de se produire. Le regard des autres commençait à changer, lentement, prudemment, mais réellement. Elle avait tenu bon. Et surtout, elle avait refusé de se taire. L'éviction de Jacques Lemaître, bras droit historique d'Étienne Charpentier, ne fut pas un simple remaniement interne. C'était un tremblement de terre. Les étages supérieurs du Charpentier Group avaient toujours été régis par des équilibres subtils, des pactes tacites entre dirigeants, des lignes de pouvoir rarement bousculées. La décision d'écarter Jacques, un homme qui avait participé à toutes les grandes décisions de la dernière décennie, fut perçue comme un message clair. Un modèle s'effondrait. Mais derrière cette rupture visible, un affrontement plus intime s'était déroulé. Une confrontation entre deux visions irréconciliables de ce qu'une entreprise devait incarner.
Le matin où Étienne convoqua Jacques dans son bureau, le bâtiment respirait une tension rare. Le PDG, habituellement réservé dans ses mouvements, avait fait appeler lui-même son ancien allié. Aucun assistant, aucun intermédiaire. Ils se retrouvèrent seuls dans cette pièce vitrée qui surplombait Paris, sans témoins, sans caméra, sans documents officiels en main. Étienne, debout, regardait les toits gris de la ville. Jacques entra, referma la porte doucement, puis resta debout à son tour, face à lui. Entre les deux hommes, plusieurs années d'alliance, de succès partagés, de silence professionnel s'étaient accumulés. Mais cette fois, aucune formule de politesse ne précéda le dialogue. Étienne entama la conversation sans détour. Il parla du dossier monté contre Claire Moreau, des métadonnées numériques, des accès informatiques, des incohérences internes qui avaient mené directement au bureau de Jacques. Ce dernier ne tenta même pas une véritable défense. Il expliqua que l'entreprise traversait une zone de turbulence, que les initiatives récentes mettaient en péril l'image de stabilité que les actionnaires attendaient. Il affirma que ces actes, bien que discutables, avaient été motivés par un souci de préservation. La réponse d'Étienne fut froide. Il rétorqua que préserver ne signifiait pas trahir, qu'une entreprise qui ne savait pas reconnaître ses erreurs, qui réduisait au silence ceux qui les mettaient en lumière, était condamnée à s'effondrer. Il ajouta que la loyauté ne s'achetait pas avec des résultats trimestriels, mais se mesurait à la capacité de remettre en question les fondations, même quand cela semblait inconfortable. Jacques tenta alors une ultime justification. « Tu crois vraiment que cette femme mérite tout ce bouleversement? Que son histoire justifie de transformer notre modèle ?» Étienne le fixa, un long silence entre eux, puis répondit sans hausser la voix, « Elle n'a rien demandé. » C'est justement ce qui la rend légitime. Elle n'a pas voulu ce rôle, mais elle l'a rempli avec plus de dignité que beaucoup d'entre nous. À cet instant précis, Jacques comprit qu'il avait définitivement perdu. Il quitta le bureau sans saluer. À la sortie du bâtiment, il croisa quelques employés, mais aucun ne lui adressa la parole. Son badge fut désactivé le jour même, son nom retiré de l'organigramme en 24 heures. Il quitta la société dans un silence froid, sans communiquer, sans hommage, sans départ organisé. Cette décision radicale fut perçue de différentes manières dans l'entreprise. Certains y virent une purge, d'autres un acte de justice. Mais tous comprirent qu'un point de non-retour avait été franchi. Étienne Charpentier n'était plus seulement un dirigeant efficace, il était devenu un homme de rupture, non pas par ambition personnelle, mais par nécessité morale. Et c'était cela qui déroutait les anciens cadres. Il ne s'agissait pas d'une révolution spectaculaire. Il n'y avait pas eu de crise publique, pas de mobilisation sociale, juste une transformation souterraine, initiée par un geste humain trop longtemps ignoré. Claire, quant à elle, apprit la nouvelle dans un calme étrange. Hélène Griveaux lui annonça personnellement la suspension de Jacques, sans entrer dans les détails. Claire hocha la tête, silencieuse, sans joie ni triomphe. Elle ne chercha pas à interpréter ce geste comme une victoire. Pour elle, c'était une réponse logique, une rectification nécessaire. Ce n'était pas la fin d'un combat, mais la fin d'un mensonge. Les jours suivants, l'atmosphère changea subtilement. Dans les couloirs, on la saluait plus souvent. Certains employés qu'elle n'avait jamais croisés prenaient la peine de lui adresser un regard, un mot, un remerciement timide. Elle restait discrète, évitait les discussions inutiles, mais elle sentait que le poids sur ses épaules avait légèrement diminué. Ce n'était pas encore de la reconnaissance, mais au moins du respect. Étienne, de son côté, poursuivit son travail de réforme. Il ordonna une révision complète des partenariats avec les entreprises de sous-traitance. Il imposa de nouvelles clauses dans les contrats. Respect des temps de pause, rémunération transparente, accès aux équipements de sécurité et participation symbolique aux assemblées internes. Il insista pour que ces mesures ne soient pas simplement écrites, mais appliquées et vérifiées. Il savait que l'élan pouvait se perdre dans la bureaucratie. Il voulait des résultats concrets, visibles, mesurables. Un soir, alors qu'il quittait le siège plus tard que d'habitude, Étienne croisa Claire dans l'ascenseur. Elle portait encore sa blouse de travail, ses mains fatiguées visibles malgré les gants qu'elle venait de retirer. Ils se saluèrent brièvement, sans cérémonie. Il n'y eut pas de discours, pas de félicitations, juste un silence partagé entre deux personnes qui savaient ce que ce moment signifiait. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée,
Claire dit simplement « Merci de ne pas avoir détourné les yeux ». Étienne répondit « Merci de m'avoir obligé à les ouvrir ». Ils se séparèrent là, chacun reprenant sa route, dans une sobriété qui leur ressemblait. Le lendemain, Claire reçut une invitation inhabituelle. Non pas pour une réunion, ni pour un entretien, mais pour un déjeuner. Une rencontre privée, proposée par Étienne lui-même. L'invitation ne comportait pas de motif. Juste un lieu, une heure et son nom écrit avec soin. Elle hésita. Elle n'avait jamais déjeuné avec un dirigeant. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle comprit que ce n'était pas une formalité. C'était une proposition. Et cette fois, elle aurait le choix. Pas celui d'accepter un privilège, mais celui de prendre part à ce qui venait après. Ce qui, peut-être, allait définitivement changer sa vie. Le déjeuner avait été fixé dans un petit restaurant discret du 11e arrondissement, à quelques rues du siège de l'entreprise. Pas un de ces lieux fréquentés par les cadres en costume cherchant à se faire voir, mais une brasserie simple, calme, connue pour sa cuisine familiale et l'accueil de ses habitués. Étienne Charpentier avait réservé une table dans un coin tranquille, sans demander de service spécial, sans même informer la direction du lieu de sa venue. Il voulait une rencontre à hauteur d'homme, ou plutôt à hauteur de femme. Il ne cherchait pas à impressionner, ni à séduire, ni à réparer une image. Il voulait simplement parler. Claire était arrivée à l'heure précise indiquée sur l'invitation. Elle portait une tenue modeste mais soignée. Un chemisier bleu clair, un pantalon noir, des chaussures fermées qu'elle réservait aux occasions. Elle avait hésité longuement avant d'accepter. Ce n'était pas la peur du cadre qui l'avait retenue, mais la peur d'être piégée dans un rôle qu'on aurait écrit pour elle. Elle ne voulait pas devenir un symbole de vitrine, un visage que l'on utilise pour valider des discours qu'elle n'avait pas choisis. Mais elle avait fini par se dire que ce repas pouvait être, à sa façon, une prise de parole. Étienne se leva à son arrivée. Il la salua avec simplicité, sans gestes théâtraux, et lui proposa de s'asseoir. Le serveur prit leur commande rapidement, puis les laissa seuls. Il n'y avait ni bloc-notes, ni tablette, ni documents sur la table. Juste 2 verres d'eau, une carafe et un plat du jour qui mit quelques minutes à arriver. Pendant ce laps de temps, ils échangèrent peu. Ce n'était pas une gêne, mais une retenue mutuelle. Claire observait cet homme qui avait bouleversé son quotidien sans le vouloir, et Étienne, lui, prenait le temps de poser ses mots. Quand le plat arriva, Étienne rompit le silence. « Je vous ai demandé ce rendez-vous parce que j'ai une proposition à vous faire. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle attendit. Étienne poursuivit, d'un ton calme, « Nous avons décidé de créer une cellule dédiée au bien-être des salariés, tous niveaux confondus. Une structure interne, permanente, indépendante de la direction des ressources humaines. Elle sera composée de professionnels, mais aussi de personnes issues du terrain. Nous avons besoin de quelqu'un pour incarner ce lien entre les réalités du quotidien et les décisions que nous prenons en haut. Et je pense que vous êtes cette personne. » Claire baissa les yeux. Ce n'était pas qu'elle doutait de sa valeur, mais elle ne s'attendait pas à une offre aussi directe. Étienne continua. « Le poste serait à temps plein, horaire de jour, salaire triplé par rapport à ce que vous gagnez actuellement. Vous auriez aussi la possibilité de reprendre vos études, si vous le souhaitez. Nous pouvons financer une formation certifiante, à votre rythme. Vous ne perdriez aucun droit et vous auriez un accompagnement personnalisé. Rien ne vous oblige à accepter. Mais cette place, nous l'avons pensée pour vous. » Le silence qui suivit fut plus long. Claire n'était pas impressionnée par les chiffres. Ce n'était pas l'argent, ni même le confort qui la faisait hésiter. C'était l'idée de changer d'identité. Toute sa vie, elle avait travaillé pour survivre, pour nourrir son fils, pour ne pas déranger. Devenir responsable du bien-être des salariés signifiait exister autrement. Prendre la parole, être vu, et donc exposé. Étienne sentit cette hésitation. Il ajouta avec sincérité « Vous n'êtes pas obligé de vous exposer. Ce poste ne fera pas de vous une mascotte. Je vous le propose parce que vous avez une capacité rare, celle d'observer sans juger, d'écouter sans interrompre. Vous avez traversé ce que beaucoup ne voient jamais. Et maintenant, vous avez le pouvoir d'aider à ce que cela change vraiment. Pas dans les discours, mais dans les actes. » Claire releva lentement les yeux. Elle ne dit pas oui. Elle ne dit pas non. Elle demanda simplement un délai de réflexion. Étienne acquiesça. Il lui donna sa carte personnelle, avec une ligne directe. Puis il régla l'addition sans insister et la remercia pour sa présence. Ils sortirent ensemble puis prirent des directions opposées. Il ne lui serra pas la main,
ne lui fit pas de promesses supplémentaires. Il lui laissa le choix. Un vrai choix. De retour chez elle, Claire ne parla pas tout de suite à Jules. Elle s'assit à la table de la cuisine, relut ses notes, revit mentalement les mots d'Étienne, puis elle s'allongea, sans dormir, les yeux fixés au plafond. Ce qui la troublait le plus, c'était de ne pas ressentir la joie qu'elle croyait devoir ressentir. Elle ne se sentait ni heureuse, ni triomphante, juste pleine de doutes. Le lendemain, elle reprit le travail comme si de rien n'était. Personne ne savait pour la proposition. Le bâtiment avait retrouvé son calme apparent. Mais dans l'esprit de Claire, un tumulte discret persistait. Ce n'est que le soir, à table, alors que Jules la regardait avec cette attention bienveillante qu'il avait toujours eue, qu'elle décida de tout lui raconter. Il l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux quelques secondes, puis dit d'une voix douce mais ferme, « Tu as toujours pris soin de tout le monde, maman. Tout le temps. Maintenant, peut-être que c'est le moment de penser un peu à toi. » Ces mots résonnèrent avec une force qu'elle n'attendait pas. Elle se leva, fit quelques pas dans le salon puis s'arrêta. Elle regarda Jules, ses traits d'adolescent devenus presque adultes. Elle se dit qu'il comprenait déjà des choses que beaucoup d'adultes refusèrent de voir, et que s'il lui disait cela, alors elle pouvait y croire. Elle n'accepta pas encore officiellement le poste ce soir-là. Mais quelque chose avait basculé. La peur avait reculé. Et à sa place, une idée nouvelle prenait forme, celle de continuer à être elle-même, mais avec une voix qu'elle n'aurait plus à cacher. La décision fut prise un lundi matin, sans cérémonie ni grande préparation. Claire se leva à 5 heures comme à son habitude, prépara un café noir, réveilla Jules avec un murmure, puis s'assit devant la table de la cuisine avec la carte de visite d'Étienne posée devant elle. Elle resta là de longues minutes, les yeux fixés sur ce petit rectangle de papier qui, à lui seul, représentait un monde qu'elle n'avait jamais cru pouvoir atteindre. Elle hésita encore, mais cette fois, ce n'était plus la peur qui la retenait. C'était le poids de l'irréversible. En décrochant le téléphone, elle sentit sa main trembler. Elle composa le numéro. Une voix répondit rapidement, professionnelle, mais étonnamment chaleureuse. Elle se présenta simplement « C'est Claire Moreau. Je viens donner ma réponse. » Il n'y eut pas de longues phrases, pas de mise en scène. Elle acceptait. Elle acceptait le poste, les conditions, les responsabilités. Elle ne demandait pas de délai supplémentaire, pas d'ajustement. Elle disait oui, complètement. Dans l'heure suivante, un rendez-vous fut fixé avec le département des ressources humaines pour organiser sa transition. Claire demanda une seule chose, finir la semaine en tant qu'agente d'entretien pour partir de ce poste avec respect. Elle tenait à le faire correctement, à sa manière, sans s'évaporer dans un changement de statut précipité. Les RH acceptèrent. Ils comprirent, ou du moins respectèrent, cette volonté de clore un chapitre proprement. Durant les jours qui suivirent, Claire effectua ses tournées comme elle l'avait toujours fait. Chariot en main, gants serrés, gestes précis. Mais cette fois, quelque chose d'indicible l'accompagnait. Une sorte de calme solide, comme si les fondations de sa vie, longtemps bancales, s'étaient enfin stabilisées. Elle n'avait pas changé sa manière de travailler, mais ceux qui l'entouraient avaient modifié la leur. On ne la regardait plus comme un simple rouage. On la regardait comme une personne. Certains collègues vinrent discrètement lui parler. Une femme du service comptabilité lui dit en passant « Ce que vous avez fait, je n'aurais jamais osé, merci ». Un agent de sécurité lui offrit un café au distributeur sans un mot. Même Agnès, sa collègue autrefois moqueuse, s'approcha un matin pour lui dire « Tu sais, j'ai été injuste avec toi, j'avais peur, c'est tout. Tu m'as rappelé qu'on peut être écouté. » Le vendredi soir, Claire effectua sa dernière ronde. Elle nettoya méthodiquement les couloirs du 14e étage, ceux-là même où des semaines auparavant, elle s'était endormie d'épuisement. Elle passa une dernière fois devant la salle de réunion où tout avait basculé. Elle ne chercha pas à y entrer. Elle posa juste un regard sur la poignée de porte, comme on salue une ancienne version de soi-même. Puis elle redescendit, vida son chariot, rangea ses outils avec le soin d'une ouvrière qui respecte son métier jusqu'au bout. Le lundi suivant, Claire arriva au siège à 8 heures précises, non pas par l'entrée des prestataires, mais par la porte principale. Elle portait une tenue sobre mais nouvelle, un pantalon crème, une blouse bleu marine, des chaussures confortables. Elle avait attaché ses cheveux et portait un badge différent. Ce jour-là, elle entra dans l'entreprise non plus comme une silhouette ignorée, mais comme une salariée à part entière,
membre de l'équipe de coordination du bien-être. Son bureau, situé au 7e étage, était modeste mais lumineux. Une fenêtre donnait sur une petite cour intérieure et une plante verte trônait déjà sur le coin du bureau, cadeau laissé anonymement. À côté, une enveloppe contenait un mot signé par plusieurs employés. « Bienvenue Claire, vous avez toute votre place ici. » Elle s'assit, ouvrit son ordinateur et commença sa journée. Ses premières tâches furent simples, relire les documents d'intégration, faire le tour des équipes de référence, s'entretenir avec le psychologue du travail et la responsable du programme de prévention. Mais très vite, elle comprit que sa véritable fonction allait bien au-delà de ces procédures. On l'invitait à participer à des réunions avec des chefs de service, à donner son avis sur les aménagements des espaces communs, à relire les supports de communication adressés au personnel non cadre. Elle ne parlait pas beaucoup au début. Elle écoutait, prenait des notes, observait les dynamiques internes. Et quand elle parlait, sa voix portait plus que celle de nombreux dirigeants. Sa présence déroutait. Elle ne correspondait à aucun profil classique. Elle ne parlait pas en termes techniques, ne citait pas de théorie managériale. Mais elle posait les bonnes questions. Est-ce que les agents ont été consultés? Ou est-ce que cette salle est accessible à ceux qui commencent à 6 heures? Ces questions, simples en apparence, forçaient à revoir les décisions. Elle déplaçait le centre de gravité des discussions. Très vite, son nom circula dans les étages. Pas comme une héroïne, mais comme une personne qui faisait bouger les lignes. Qu'une employée du service informatique lui demanda un jour comment elle avait obtenu ce poste. Claire répondit sans détour, en m'endormant au mauvais endroit au bon moment. La phrase, répétée dans plusieurs services, devint presque une légende, pas comme un miracle, mais comme une preuve que les lignes de pouvoir parfois peuvent être traversées. Claire reçut aussi un message d'un journaliste, une invitation à participer à une émission de radio sur les transformations du monde du travail. Elle refusa poliment. Elle n'était pas à l'aise avec l'exposition médiatique. Elle voulait que les choses changent de l'intérieur, pas par les projecteurs. Elle répondit simplement « Je fais mon travail » et c'est suffisant. Mais un événement inattendu vint bousculer cette volonté de discrétion. Une réunion fut organisée avec l'ensemble du personnel du siège, toutes catégories confondues. Un moment rare, destiné à présenter la nouvelle politique interne sur la qualité de vie au travail. Claire devait y assister, mais elle ignorait qu'on l'y avait placée sur scène parmi les intervenants. Elle s'en rendit compte en entrant dans la salle. Son nom était imprimé sur un panneau, posé devant un micro. Elle voulut reculer, décliner. Mais Étienne, assis non loin, la regarda et dit simplement « C'est votre place ». Elle prit une grande inspiration, s'avança, s'assit. Quand vint son tour de parler, elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle leva les yeux et dit d'une voix claire « Je ne suis pas venue ici pour parler. Je suis venue pour écouter. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a décidé de ne pas me renvoyer. Il m'a regardé. Et cela a tout changé. » La salle resta silencieuse. Puis, peu à peu, des applaudissements sincères éclatèrent, pas forcés, pas spectaculaires, juste un remerciement partagé. Claire descendit de la scène sans se retourner. Elle n'avait pas prononcé un discours. Elle avait juste dit la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, cette vérité ne lui appartenait plus seulement. Elle appartenait à tous ceux qui avaient besoin qu'on les voie autrement. Le nom de Claire Moreau, longtemps passé inaperçu dans les registres du personnel, avait désormais franchi une frontière que même elle ne pouvait ignorer. Elle n'était pas devenue célèbre, ni adulée, ni propulsée dans les cercles des puissants. Elle avait simplement conquis une forme de reconnaissance rare, celle qui naît du respect sincère et de la transformation durable. Ce n'était pas une ascension fulgurante, ni un conte symbolique destiné à inspirer les réseaux sociaux. C'était l'histoire concrète d'une femme qui, sans le chercher, avait semé un changement réel, profond, mesurable. Quelques mois après son entrée dans ses nouvelles fonctions, Claire se trouvait désormais à l'aise dans son rôle. Elle coordonnait des projets de terrain, participait à la mise en place de programmes de bien-être, menait des entretiens avec des agents souvent laissés en marge des circuits officiels. Sa méthode était simple. Elle parlait peu, écoutait beaucoup, refusait les solutions toutes faites. Grâce à elle, des salles de repos furent réaménagées selon les horaires réels des équipes, des formations furent ouvertes à des postes historiquement inaccessibles
et des dispositifs de signalement furent instaurés pour garantir une réponse immédiate aux abus et aux négligences. Mais c'est lors d'une réunion de stratégie annuelle, en présence des actionnaires principaux, que l'idée d'une fondation fit surface pour la première fois. Étienne Charpentier, intervenant en conclusion de la séance, présenta un projet qu'il qualifia de tournant culturel. Il proposa la création d'un organisme indépendant, financé par l'entreprise, mais géré en dehors de la direction exécutive, ayant pour mission de financer les études, formation professionnelle et reconversion des employés de base, quel que soit leur contrat ou leur ancienneté. Il précisa que ce fonds serait accessible non seulement aux salariés du groupe, mais aussi à leurs enfants majeurs, dans le cadre de projets validés par un comité indépendant. À la surprise générale, il annonça que ce projet porterait un nom particulier, la Fondation Moreau. Un silence étonné parcourut la salle. Certains actionnaires échangèrent des regards confus, d'autres feignirent l'indifférence, mais Étienne poursuivit sans vaciller. Il déclara que ce nom n'avait pas été choisi pour flatter une héroïne improvisée, mais pour symboliser une bascule, celle qui avait rendu visible ce que tous s'étaient habitués à ne plus voir. Il ajouta que Claire ne dirigerait pas cette fondation, mais qu'elle en serait la présidente d'honneur, avec un droit de regard moral sur ses orientations générales. Il déclara que c'était une forme de cohérence, pas un hommage. Claire apprit la nouvelle en même temps que tous les autres. Elle n'avait pas été informée en amont. Lorsqu'elle sortit du bâtiment ce jour-là, plusieurs collègues l'attendaient. Certains l'embrassèrent, d'autres la félicitèrent. Elle répondit poliment, mais intérieurement, elle bouillonnait. Non pas de colère, mais d'une émotion qu'elle avait du mal à contenir. Ce n'était pas la reconnaissance qui la troublait. C'était l'idée que son nom, celui qu'elle avait vu imprimer toute sa vie en bas de fiches de paie ou sur des badges anonymes, devienne désormais un repère pour d'autres. Une semaine plus tard, la cérémonie de lancement de la fondation eut lieu dans l'auditorium principal du groupe. Aucun faste inutile, pas de tapis rouge, pas de discours interminable. Étienne prit la parole brièvement pour rappeler les objectifs concrets du fonds, les critères d'éligibilité, les modalités de dépôt de dossier. Puis il invita Claire à s'exprimer. Elle monta lentement sur scène, vêtue simplement, le regard droit, sans papier, sans notes. Elle commença par une phrase d'une sobriété frappante. « Je ne suis pas spéciale ». Elle marqua une pause. « J'étais juste fatiguée ». Elle raconta en quelques mots ce moment où elle s'était assoupie sur un canapé, persuadée d'avoir commis une faute grave. Elle parla de son fils, des nuits sans fin, du poids des silences. Puis elle ajouta « Ce qui a tout changé, ce n'est pas mon histoire. C'est le fait qu'un jour quelqu'un a regardé autrement, et que ce regard n'a pas été oublié le lendemain. » Elle termina en disant « Cette fondation n'est pas mon œuvre, elle est la vôtre. Elle est celle de toutes celles et ceux qui chaque jour continuent de faire leur travail sans jamais attendre autre chose qu'un salaire et un peu de respect. Aujourd'hui, ce respect a pris une forme. Il s'appelle la Fondation Moreau. Et j'espère qu'il ne sera pas une exception. » Les applaudissements furent longs, pas parce que son discours était brillant, mais parce qu'il était vrai. Les journalistes présents captèrent ces mots, mais ne purent en les déformer. Trop direct, trop humain, trop concret pour être récupéré. L'histoire de Claire ne devint pas une marque, elle devint une référence. Dans les mois qui suivirent, la Fondation reçut ses premières candidatures. Des agents d'entretien demandèrent à suivre des formations en bureautique, des agents de sécurité postulaient à des certifications en médiation, des livreurs voulaient reprendre leurs études interrompues. Le fonds fonctionnait, lentement, prudemment, mais réellement. Aucun effet d'annonce, juste des réponses. Claire, elle, continua son travail. Elle refusait toujours les interviews, ne participait pas aux grandes réunions publiques et préférait les entretiens individuels, les visites sur site, les discussions informelles à la machine à café. Elle ne cherchait ni les honneurs, ni les remerciements, mais elle les recevait quand même, et elle apprenait chaque jour à les accueillir sans se sentir coupable. Elle et Jules vivaient désormais dans un appartement un peu plus grand. Elle avait commencé à suivre un cours du soir en sciences sociales, à raison d'une séance par semaine. Elle n'en parlait à presque personne. C'était pour elle, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour continuer d'apprendre. Un soir, en refermant la porte de son bureau, elle croisa une jeune stagiaire qui l'arrêta dans le couloir. La voix un peu timide, elle dit « Madame Moreau, c'est vrai que vous étiez femme de ménage ici ?» Claire sourit, hocha la tête. « Oui,
C'est vrai. La jeune femme baissa un instant les yeux, puis ajouta « Alors peut-être que moi aussi je peux rêver à plus ». Claire ne répondit pas. Elle posa juste une main brève sur son épaule et continua son chemin. Elle savait désormais que tout cela n'avait pas commencé par un grand projet, ni par une ambition dévorante. Tout avait commencé parce qu'un jour, elle avait cédé à l'épuisement, parce qu'elle avait dormi, pas pour fuir, mais parce que son corps ne pouvait plus faire autrement. Et dans ce sommeil involontaire, un système entier s'était réveillé. Une femme, un geste, un regard, parfois c'est tout ce qu'il faut pour que le monde bouge, pas d'un coup, mais pour de bon.